L'armée américaine tire le meilleur parti de ses opérations en Iran, non seulement en éliminant les stocks de missiles iraniens, les lanceurs et l'infrastructure de l'industrie de la défense, mais aussi en testant de nouvelles armes inédites contre son ennemi. 3 nouvelles armes, en particulier, ont été utilisées avec un effet dévastateur contre des cibles iraniennes, démontrant parfaitement la force inégalée des États-Unis sur la scène mondiale, ainsi qu'un engagement sans faille à innover, élargir et faire évoluer leur arsenal. Voici donc un aperçu plus détaillé de ces 3 armes, y compris leurs spécifications techniques, leurs capacités et la manière dont chacune d'elles a été utilisée en Iran jusqu'à présent. La première, et sans doute la plus impressionnante des 3, est le missile de frappe de précision, ou PRISM pour faire court. L'histoire de ce missile remonte à 2016, lorsque plusieurs grandes entreprises de défense, Lockheed Martin, Boeing et Raytheon, ont annoncé leur intention de soumissionner pour un nouveau projet de l'armée américaine destiné à remplacer le système de missiles tactiques de l'armée MGM-140, plus connu sous le nom d'ATA-CMS. Les missiles ATA-CMS sont en service depuis 1991, ayant prouvé leur efficacité dans de nombreux conflits au fil des années, notamment lors de l'opération Tempête du désert et de l'opération Liberté irakienne. Plus récemment, ils ont été aperçus dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, utilisés par les forces ukrainiennes lors de nombreuses frappes importantes contre des cibles ennemies de grande valeur, telles que des systèmes de défense aérienne russes et des dépôts de munitions. Mais même les meilleures et les plus efficaces des armes finissent par devoir être remplacées, et l'armée américaine cherche toujours des moyens d'améliorer ses capacités offensives. Elle voulait des missiles capables de porter cette même puissance destructrice observée avec l'ATA-CMS encore plus loin, avec une portée accrue et des vitesses supérieures. Ainsi, les travaux ont commencé sur le PRISM, avec Boeing et Raytheon qui ont finalement abandonné la course, laissant Lockheed Martin comme seul concepteur et développeur de ce missile. À l'origine, Lockheed Martin prévoyait que ce missile ait une portée maximale d'environ 310 miles, soit 500 km. C'était bien au-delà de la portée de 190 miles, soit 300 km de l'ATA-CMS, mais cela restait également dans les limites strictes dictées par le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le traité INF, que les États-Unis et l'Union soviétique ont cosigné en 1987. Puis, en 2019, les États-Unis se sont retirés du traité INF, ouvrant la voie au PRISM pour aller encore plus loin que prévu. 310 miles n'était plus la limite. C'était désormais la base, l'armée annonçant des plans pour étendre la portée du missile jusqu'à 400 miles et au-delà, avec la possibilité d'atteindre plus de 600 miles avec de futures variantes. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'a pas besoin de nouveaux lanceurs pour atteindre de telles distances. Il peut être tiré depuis le même système de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité M142 déjà utilisé pour lancer les attaques MS en utilisant une technologie de propulsion avancée pour voler plus vite et plus loin que son prédécesseur. Encore mieux, le PRISM est conçu pour être encore plus fin et plus élégant que les ATA-CMS, ce qui signifie que 2 missiles peuvent tenir dans chaque pod au lieu d'un seul. Ainsi, non seulement le PRISM vole environ 2 fois plus loin que les ATA-CMS, mais il double également la capacité des lanceurs HIMARS. Cela permet à l'armée de conserver la mobilité des HIMARS tout en augmentant considérablement la densité de puissance de feu de chaque système. En bref, c'est une amélioration énorme, et ce n'est que le début. L'armée prévoit de repousser les limites opérationnelles actuelles du PRISM dans les années à venir, avec plusieurs évolutions déjà en développement. L'incrément 1 est déjà en service dans l'armée américaine et l'armée australienne, et c'est la version avec une portée fixe limitée par traité à 310 miles. L'incrément 2, également connu sous le nom de missile anti-navire terrestre LBASM, va encore plus loin. Équipé d'un tête chercheuse multimode, il a la capacité de traverser des zones d'accès restreints avec plus de facilité que le missile original. Il parcourt également une plus grande distance, avec une portée maximale estimée à 1000 km, soit environ 620 miles. De plus, comme son nom l'indique, le missile aura la capacité de frapper des navires, tandis que son tête chercheuse multimode lui permettra d'engager des cibles mobiles, contrairement à l'incrément 1. L'incrément 3 élargira la gamme d'armement que le PRISM pourra transporter, en introduisant très probablement des munitions explosives supplémentaires ainsi que des capacités de sous-munitions, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour des opérations offensives.
On pense que ce prisme nouveau et amélioré disposera par exemple de la puissance de feu supplémentaire nécessaire pour anéantir des structures ennemies fortifiées. L'incrément 4 doublera la portée de base du prisme en s'appuyant sur les bases établies lors des incréments précédents tout en améliorant la propulsion et l'aérodynamisme du missile pour atteindre la barre des 1000 km, soit 620 miles. Enfin, le dernier incrément connu en développement à ce jour est l'incrément 5, qui devrait permettre au prisme d'être tiré depuis un véhicule autonome. Au fur et à mesure que ces incréments seront achevés et intégrés, le prisme volera plus loin et plus vite, tout en devenant plus flexible pour s'adapter à un éventail plus large de missions et d'usages. Mais c'est déjà l'une des nouveaux ajouts les plus impressionnantes à l'arsenal américain, comme les forces iraniennes l'ont découvert lors de l'opération Epic Fury. Là-bas, le prisme a fait ses débuts officiels au combat, comme l'a confirmé le compte officiel X du commandement central des États-Unis, qui a écrit: Pour la première fois dans l'histoire, des missiles de frappe de précision à longue portée, les PrISM, ont été utilisés au combat lors de l'opération Epic Fury, offrant une capacité de frappe en profondeur inégalée. L'amiral Brad Cooper, chef du commandement central des États-Unis, a confirmé que l'armée américaine avait tiré un missile de frappe de précision sur des cibles iraniennes, déclarant « Je suis extrêmement fier de nos hommes et femmes en uniforme qui utilisent l'innovation pour mettre l'ennemi face à des dilemmes. » Patricia Basilisk, directrice associée au Centre d'études stratégiques et internationales pour le projet de défense antimissile, a souligné l'importance de ce moment, déclarant à Business Insider que les débuts du prisme marquent le début d'un nouveau chapitre pour la capacité de frappe de l'armée, avec une portée et une précision nettement supérieures. Elle n'a pas tort. Bien que nous ne disposions pas de détails précis sur les cibles iraniennes exactes contre lesquelles le prisme a été utilisé, il ne fait aucun doute que ce missile offre un avantage tactique aux forces américaines. Puisqu'il peut parcourir presque 2 fois la distance d'un missile ATA-CMS, le prisme peut frapper une gamme de cibles beaucoup plus large. Cela donne à l'Iran plus d'axes d'attaque à craindre, davantage de sites et d'actifs importants à défendre, tandis que l'Amérique peut choisir parmi une multitude de points de lancement potentiels en Irak et dans les États du Golfe. De plus, en tant que missile balistique, le prisme est capable de voler à des vitesses très élevées, surtout pendant la phase finale ou terminale de son vol, lorsqu'il se dirige vers sa cible. Ils sont donc idéaux contre des cibles sensibles autant, comme les systèmes de défense aérienne iraniens et les lanceurs de missiles. Bien que nous ne puissions pas en être certains, il est probable que l'armée américaine ait compté sur ces missiles lors des premières salves de l'opération afin d'infliger d'énormes dégâts aux capacités de défense aérienne de l'Iran en un temps très court, en détruisant les plateformes de lancement de missiles et les sites radars pour offrir un passage clair et dégagé à d'autres attaques ultérieures, tout en ouvrant la voie aux avions pour qu'ils puissent pénétrer plus sûrement dans l'espace aérien iranien. Et il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Déployer des prismes dans des conditions de combat réelles est un moyen pour l'Amérique d'envoyer un message à d'autres adversaires potentiels dans le monde, y compris la Chine et la Russie, qui ne manqueront pas de suivre de près le déroulement du conflit. Il ne fait aucun doute que ces missiles pourraient être utilisés lors de futurs conflits avec l'une ou l'autre de ces nations et qu'ils donneraient aux États-Unis un avantage considérable, notamment en cas d'affrontement avec la Chine. En fait, ces missiles ont été conçus en pensant à un conflit hypothétique dans la région Indo-Pacifique. Là-bas, en raison de la configuration et de la géographie de la région, les points de lancement de missiles terrestres sont limités et des missiles conventionnels comme l'ATA-CMS n'auraient pas la portée nécessaire pour frapper certaines régions et cibles. Avec leur portée étendue et d'autres capacités supérieures, les missiles prisme poseraient un problème bien plus important aux forces chinoises, tout en donnant à l'Amérique et à ses alliés des capacités d'interdiction maritime bien plus puissantes. En bref, les débuts du prisme a été un franc succès à plus d'un titre. Cela valide les années de développement et les importants investissements qui ont été consacrés à ce projet, portant les capacités de frappe de haut niveau de l'armée à un tout autre niveau. Et ce n'est qu'une des 3 nouvelles armes que nous avons vues utilisées en Iran jusqu'à présent. Mais avant d'examiner de plus près les 2 autres, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous décryptons tout cela chaque semaine. Sur le papier, l'Amérique contre l'Iran est un affrontement très déséquilibré. Les États-Unis sont la première superpuissance militaire mondiale, dépensant plus pour leur armée que des dizaines d'autres pays réunis. Elle possède les soldats les mieux entraînés, l'équipement le plus avancé et un palmarès stratégique inégalé. Mais l'Iran avait un grand avantage.
les drones. Ces dernières années, la guerre par drone est devenue de plus en plus importante, la Russie achetant et produisant en grande quantité des drones Shahad iraniens, qu'elle a déployés avec un effet dévastateur contre de nombreuses cibles à travers l'Ukraine. L'Iran produit ses Shahad depuis des années et travaille sur la technologie des drones depuis plusieurs décennies, bénéficiant d'une avance significative sur d'autres pays en matière de production de drones et de tactiques de déploiement. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code discount lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Lorsque l'opération Epic Fury a débuté, certains analystes craignaient que les forces américaines ne soient pas prêtes face à la menace des drones iraniens. Mais l'Amérique avait un atout dans sa manche, un atout nommé LUCA, autrement connu sous le nom de Low Cost Uncrewed Combat Attack System. Conçu pour les forces armées des États-Unis par le sous-traitant de la défense américaine SpectreWorks, LUCAS est un drone d'attaque à usage unique qui est en réalité basé sur la technologie Shahad. À un certain moment dans les années 2020, selon des responsables américains, un drone Shahad a été capturé et étudié par les ingénieurs de SpectreWorks. Ils se sont alors lancés dans la rétro-ingénierie du drone, copiant certaines parties du design du Shahad afin de développer un modèle similaire pour les forces américaines, retournant ainsi efficacement la technologie iranienne contre elle-même. Les progrès ont été rapides. Quelques mois seulement après l'annonce officielle du programme, en juillet 2025, les drones LUCA étaient déjà déployés auprès des forces américaines au Moyen-Orient. En décembre 2025, le premier drone LUCA a été lancé en mer dans le golfe Persique. Puis, le 28 février, le jour d'ouverture de l'opération Epic Fury, LUCA a été engagé au combat pour la toute première fois. Un communiqué de presse du CENTCOM détaille la puissance et le potentiel de ces systèmes. Les drones, LUCA déployés par le CENTCOM, ont une portée étendue et sont conçus pour fonctionner de manière autonome. Ils peuvent être lancés via divers mécanismes tels que catapultes, décollage assisté par fusée et systèmes mobiles au sol ou sur véhicule. S'adressant à CNN, un responsable de la défense américaine a également reconnu que l'armée américaine avait l'habitude de se concentrer sur des systèmes militaires plus grands et plus coûteux, ce qui aurait pu désavantager nos forces face à des systèmes moins chers et plus simples comme les drones kamikazes Shahad utilisés par l'Iran. Avec LUCA, cependant, les États-Unis, selon les mots des responsables, renversent la situation face à leur adversaire. En utilisant ces mêmes drones bon marché, chaque unité coûterait environ 35 000 $, soit une fraction du coût des missiles et autres munitions, afin de faire goûter à l'Iran sa propre médecine. Des sources officielles ont refusé de préciser combien de ces drones sont actuellement disponibles pour les forces américaines, mais elles ont indiqué que beaucoup sont disponibles et que d'autres sont en route. Étant donné leur faible coût et leur facilité de fabrication, ainsi que les importants moyens militaires des États-Unis, on peut facilement imaginer un flux quasi inépuisable de drones kamikazes produits et envoyés aux équipages américains au Moyen-Orient. Bien que nous ne connaissions pas grand-chose de leurs spécifications techniques exactes ou de leurs capacités, des experts ont analysé des images des drones LUCA dans le but d'en apprendre davantage à leur sujet. Ils ont vite constaté que ces drones disposent de caméras gyrostabilisées à l'avant et de modules de connectivité satellite. Cela devrait, en théorie, les rendre nettement supérieurs aux Shahad iraniens.
La connectivité satellite permettrait aux opérateurs des drones Lucas de rediriger leurs drones en vol, de mettre à jour les cibles ou coordonnées et de réagir en temps réel aux changements sur le champ de bataille. À l'avenir, cette technologie pourrait aussi permettre des tactiques d'essaim pilotées par l'IA, utilisant des technologies émergentes pour coordonner des attaques de drones à grande échelle. Même sans ce type de technologie disponible actuellement, si les forces américaines disposent d'un nombre suffisant de ces drones, elles pourraient les lancer en groupe, par grappe, afin de saturer les systèmes radars de l'Iran et de contourner ses défenses. Ou même ouvrir des couloirs sûrs pour laisser passer des armes bien plus destructrices, comme les missiles longue portée américains et israéliens. Cela permettrait à l'Amérique et à ses alliés de frapper plus facilement les cibles les plus protégées d'Iran, comme les bunkers stratégiques et bases nucléaires. La remarquable ironie de tout cela, c'est que les États-Unis n'auraient probablement même pas de drones à bas coût comme Lucas si ce n'était pas grâce à l'Iran. Le Shahed était l'une des plus grandes fiertés de Téhéran, mais les États-Unis ont pris cette technologie, l'ont perfectionnée et l'ont retournée contre son créateur d'origine. Il est impossible de savoir combien de dégâts les drones Lucas ont déjà causés en Iran et pourraient continuer à causer, mais c'est un ajout exceptionnellement important à l'arsenal de l'armée à une époque où la guerre des drones prend de plus en plus d'importance partout dans le monde. La troisième et dernière nouvelle arme déployée contre l'Iran est une nouvelle version d'une munition bien connue, le missile Tomahawk. Le missile d'attaque terrestre BGM-109 Tomahawk, ou TLAM, est l'un des missiles les plus puissants de la planète. Célèbre pour sa portée extraordinaire, ce missile de croisière subsonique à réaction capable d'opérer par tous les temps peut parcourir des distances allant jusqu'à plus de 1600 km. Il est utilisé non seulement par la marine des États-Unis, mais aussi par les marines royales australiennes, néerlandaises et britanniques. Cependant, ces marines utilisent le missile sur différentes plateformes. Les marines américaines et australiennes l'emploient surtout depuis des navires de surface. Les Pays-Bas l'utiliseront depuis des frégates, tandis que la marine britannique le déploie uniquement depuis des sous-marins. Développé il y a des décennies au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, le Tomahawk est entré en service pour la première fois en 1983. Et nous avons vu plusieurs variantes du design original introduites au fil des années, y compris la version anti-navire RGM-UGM-109B dotée d'un guidage radar actif, jusqu'au modèle RGM-UGM-109E Tactical Tomahawk. Mais même si ces variantes avaient souvent des spécifications techniques et des capacités différentes, elles avaient toujours un point commun, leur couleur. Quel que soit le numéro de modèle ou la variante exacte, les Tomahawks ont toujours été peints dans une sorte de gris brumeux, une teinte que l'on retrouve également sur de nombreux autres systèmes d'armes et équipements de l'US Navy. Puis, l'opération Epic Fury a commencé et la marine a partagé les premières photos du champ de bataille. Ces images ont révélé quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Un missile Tomahawk peint avec une finition noire brillante, un contraste frappant avec les tons gris habituels. Selon les données et rapports publiés par l'armée américaine, cette nouvelle variante intrigante a été utilisée pour des frappes visant à neutraliser les défenses aériennes iraniennes et des cibles maritimes, incluant possiblement des bases navales près du détroit d'Ormuz. Des analystes du renseignement de sources ouvertes et des médias ont rapidement confirmé que le Tomahawk noir avait été utilisé lors des premières salves de l'opération. Et les experts ont rapidement commencé à partager leurs théories sur les raisons pour lesquelles le missile avait été peint de manière aussi différente et distinctive. Ils se sont rendus compte que le même revêtement noir avait également été observé sur un autre missile de l'arsenal de la marine américaine, le missile anti-navire à longue portée AGM-158C ou LRASM pour être précis. On pense que cette finition noire brillante n'est pas seulement décorative. Elle agit comme un revêtement à faible observabilité, utilisant des matériaux absorbant les ondes radar et des propriétés de suppression infrarouge pour rendre le missile plus difficile à détecter en vol. Donc, même si cela peut sembler à première vue n'être qu'un simple ajout esthétique, la peinture noire de ces nouveaux missiles Tomahawk constitue en réalité une amélioration très sérieuse. Elle améliore très probablement les performances du missile lors des profils de vol rasant la mer, augmentant ainsi sa survivabilité et ses chances d'échapper à l'interception et de frapper avec succès ses cibles. Avec la peinture grise traditionnelle, les radars et systèmes de défense aérienne iraniens auraient toujours du mal à intercepter les Tomahawk, mais ils pourraient les repérer plus tôt et avec une plus grande précision, ce qui leur donnerait plus de temps pour organiser et exécuter une réponse appropriée. La peinture noire brouille efficacement les pistes, rendant beaucoup plus difficile pour les radars iraniens de détecter le missile, surtout lorsqu'ils survolent les océans et les mers.
Le déploiement du Tomahawk noir marque un changement stratégique clair des forces américaines vers des capacités de missiles de croisière plus furtives, ce qui devrait à son tour offrir une meilleure capacité de pénétration contre des cibles fortifiées loin à l'intérieur des terres. Il est possible, par exemple, que ces missiles aient joué un rôle crucial au début de l'opération en démantelant et en détruisant les réseaux radars iraniens, facilitant ainsi les attaques suivantes par des drones et des avions de pénétration. L'Iran, quant à lui, n'avait probablement aucune idée de ce qui l'a frappé. Malgré d'importants investissements dans les radars et la défense aérienne, l'Iran ne pouvait pas se préparer à une attaque ultra furtive de Tomahawk, ces missiles longue portée franchissant ses défenses avant qu'elles ne réagissent. Maintenant, en pensant à plus long terme, des missiles comme ceux-ci devraient améliorer les perspectives de l'Amérique en matière de dissuasion contre les menaces maritimes dans le golfe Persique et au-delà. Le Black Tomahawk représente une menace redoutable pour tout ennemi et démontre clairement la capacité des États-Unis à améliorer constamment leur armement de manière innovante et percutante. Comme le prisme, il montre également comment les États-Unis parviennent souvent à améliorer leurs missiles et leurs munitions afin de maintenir leur supériorité opérationnelle sans avoir à gaspiller énormément de temps, d'argent et de ressources pour créer de toutes nouvelles plateformes de lancement. Les ennemis de l'Amérique, comme la Chine et la Russie, travaillent très probablement déjà sur des moyens de contrer ces missiles ainsi que les autres nouvelles armes déployées jusqu'à présent lors de l'opération Epic Fury. Mais les États-Unis ont toujours une longueur d'avance, ne se contentant jamais de la seconde place et cherchant toujours à renforcer leur arsenal pour maintenir leur statut incontesté de plus grande force militaire que le monde ait jamais connue. Personne ne croyait cela possible. L'artillerie ne cible pas ce que les États-Unis viennent de frapper. Mais l'Amérique l'a fait. Un sous-marin iranien est hors service. Ce n'est pas dû à des charges sous-marines ni à des torpilles. C'est parce que les États-Unis ont réussi l'impossible en utilisant des missiles conçus pour détruire des cibles fixes au sol, afin d'anéantir un atout naval censé être si bien caché, qu'il est presque impossible à atteindre même avec des armes conçues à cet effet. C'était le tir impossible. À présent, un sous-marin iranien, se croyant en sécurité, gîte au fond de l'eau comme il n'aurait jamais dû le faire. C'est selon The Warzone, ou TWZ, qui affirme que les États-Unis ont utilisé le système de missiles tactiques de l'armée, ou ATACMS, pour lancer des missiles balistiques à courte portée contre les moyens navals de l'Iran. L'Amérique a déjà coulé plusieurs navires en utilisant de façon inventive un missile non prévu pour détruire des navires de guerre. Mais la frappe principale n'était jamais censée avoir lieu. Un missile incapable de toucher des cibles mobiles a détruit un sous-marin iranien. Nous expliquerons plus tard ce que les États-Unis ont frappé, et pourquoi c'est important. Mais d'abord, répondons à la question qui vient immédiatement à l'esprit. Comment ? Après tout, l'ATACMS n'a jamais été conçu pour faire ce qu'il vient de faire. Ce missile est impressionnant, et peut transporter une ogive à fragmentation explosive pesant jusqu'à 500 livres. Et avec une portée maximale de 300 km, soit 186 miles, l'ATACMS est un missile balistique qui frappe vite et fort. Il peut être tiré depuis le HIMARS et les plateformes d'artillerie M270. Comme le souligne Missile Threat, c'est un missile mobile sur route grâce à ces plateformes. Les États-Unis n'ont pas vraiment tiré parti de cette mobilité, d'autant plus qu'ils n'ont pas de troupes au sol en Iran. L'ATACMS ayant détruit le sous-marin a probablement été tiré d'une base américaine située en territoire allié près de l'Iran. Les États-Unis ont des bases au Koweït, au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, tous situés le long du golfe Persique et capables, probablement, de frapper jusqu'à la côte ouest de l'Iran. La mobilité importe moins quand les États-Unis ont de nombreuses options de frappe, mais un élément aurait dû empêcher l'ATACMS de détruire un sous-marin. Lockheed Martin explique. Le système de missiles tactiques ATACMS est une arme d'artillerie surface-surface capable d'atteindre des cibles bien plus éloignées que les canons, roquettes et missiles utilisés par l'armée. Le fabricant de l'ATACMS précise « sol-sol, pas sol-mer ». ATACMS est très différent d'un missile anti-navire ou anti-sous-marin, mais les États-Unis ont réussi à transformer leurs missiles balistiques en armes capables de neutraliser des moyens navals. Le général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés de l'US Air Force, a expliqué lors d'une conférence de presse au Pentagone comment les États-Unis utilisent leur artillerie pour accomplir l'impossible. En seulement 13 jours depuis le début de cette opération, nos forces d'artillerie ont marqué l'histoire. Ils ont lancé les premiers missiles Precision Strike jamais utilisés au combat, atteignant en profondeur le territoire ennemi. Kane a proclamé avant d'ajouter « Ils ont utilisé des ATACMS pour couler plusieurs navires, y compris un sous-marin, et ils ont accompli tout cela
avec la précision et la détermination qui résultent d'un entraînement acharné et de la confiance qu'ils ont les uns envers les autres et envers leur système d'armes. La confirmation vient directement du principal intéressé. Kane ne nous a juste pas précisé quel type de sous-marin les États-Unis ont détruit avec les ATACMS. Nous avons quelques idées à ce sujet que nous aborderons bientôt. Les États-Unis, forts de leur supériorité navale sur l'Iran, peuvent utiliser presque toutes les armes pour détruire sous-marins et navires iraniens, sachant que ceux-ci ne peuvent rivaliser avec leurs forces déployées au Moyen-Orient. La marine iranienne est déjà anéantie. Radio Free Europe. Radio Liberty rapporte que l'armée américaine a déclaré le 11 mars qu'elle avait déjà coulé environ 60 navires iraniens. Parmi eux se trouve une paire de frégates de la classe Moj. De plus, les États-Unis ont frappé les vedettes rapides de l'Iran, qui l'utilisent pour attaquer les navires marchands dans le détroit d'Ormuz, au point où des centaines de ces petits navires ont été éliminés de l'équation. Ici, nous voyons la destruction totale de l'Iran comme force navale. Les États-Unis ont détruit la capacité de l'Iran à générer une puissance de combat naval grâce à une campagne en 4 phases, éliminant les menaces maritimes iraniennes. La première étape a consisté à rassembler la puissance navale américaine, déployant plusieurs navires, dont des porte-avions, autour de l'Iran durant les 60 jours précédant l'opération Epic Fury. Cette phase a aussi permis aux États-Unis d'organiser leur logistique et leurs services d'information pour recueillir des renseignements sur leurs cibles iraniennes. La phase suivante a ciblé les défenses aériennes, l'armée de l'air et la marine iranienne, en visant surtout les navires que l'Iran aurait pu utiliser pour répliquer à l'ouragan de feu déclenché par les États-Unis au début de l'opération. Les frappes de suivi ont constitué la phase suivante, alors que les États-Unis détruisaient des quais, des ports et des dépôts de munitions, privant ainsi ce qui restait de la marine iranienne de points de lancement, de ports sûrs et de capacités de réapprovisionnement. Enfin, les frappes soutenues ont eu lieu, dont l'élimination par les États-Unis des moyens navals iraniens immobilisés dès qu'ils le jugeaient nécessaire. Le sous-marin iranien a été détruit lors de la 3e ou 4e phase. Résultat, la marine américaine domine les eaux autour de l'Iran, sauf dans le détroit d'Ormuz. Sa domination est telle qu'elle réussit des tirs jugés impossibles contre des sous-marins, pourtant non visés par un missile balistique destiné aux cibles terrestres. Nous reviendrons dans quelques minutes sur la raison pour laquelle ce tir était si impossible. La question de savoir quel sous-marin précisément les États-Unis ont touché reste sans réponse, et Kane n'a apporté aucun éclaircissement. Nous connaissons en grande partie l'arsenal sous-marin de l'Iran. En septembre 2025, l'initiative contre la menace nucléaire a indiqué que la marine de la République islamique d'Iran dispose d'une flotte sous-marine pouvant atteindre 30 navires. Cela semble impressionnant à première vue, mais ça l'est beaucoup moins quand on se rend compte que 24 de ces navires sont en réalité des mini-sous-marins. Ces armes sont dangereuses, mais ne constituent pas une menace majeure pour la marine américaine, contrairement à de vrais sous-marins. Parmi la demi-douzaine d'autres, tous sont des sous-marins diesel électriques, moins avancés que les sous-marins d'attaque nucléaire utilisés par des pays comme les États-Unis. Parmi les sous-marins plus grands, 3 sont des navires de classe Tarek, qui sont en réalité simplement des sous-marins russes de classe Kilo réaménagés, capables d'atteindre une vitesse de 17 nœuds en plongée et équipés de tubes de 533 mm pour les torpilles, ainsi que de capacités de pose de mines. Les 3 autres sont des sous-marins de classe Fatih, entrés en service en février 2019 et avril 2023, atteignant 14 à 23 nœuds et dotés d'armements similaires à la classe Tarek. L'Iran construirait aussi la classe Bessad de sous-marins, supposés équipés de missiles surface-air. Cependant, ils n'ont pas encore vu le jour, ni les profondeurs de l'océan, donc nous pouvons les exclure de la liste des cibles frappées par les États-Unis. Cela reste une flotte de sous-marins à respecter. Pas forcément crainte, mais respectée, du moins en comparaison avec d'autres nations aux grandes flottes. L'Iran a également travaillé sur tous ces sous-marins dans l'intention de les équiper de systèmes de propulsion anaérobie, ce qui aurait augmenté leur endurance sous-marine, au point d'en faire des dangers encore plus grands dans le golfe Persique. Les États-Unis ont dû s'attaquer aux sous-marins, nous expliquerons pourquoi bientôt. Mais la question reste, quel type de sous-marins les États-Unis ont-ils neutralisé avec leurs attaquants ? Nous y répondrons dans un instant, mais d'abord, rappel, vous regardez l'émission militaire. Et c'est le moment idéal pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 2 candidats sont désormais identifiés pour les cibles des missiles balistiques sol-sol américains. Il y a d'abord un sous-marin de classe Ghadir, l'un des mini-sous-marins, formant la majorité de la flotte sous-marine iranienne. Doté de 2 tubes lance-torpilles de 533 mm
Ces sous-marins sont dangereux, et nous savons qu'au moins un a été détruit par les États-Unis. Cependant, nous pouvons l'écarter immédiatement de la liste. TWZ rapporte que le commandement central américain, ou CENTCOM, a effectivement rendu publique la frappe contre ce qui semble être un mini-sous-marin de classe Gadir. Cependant, cette frappe a été menée avec des missiles AGM-114 Hellfire, alors que le sous-marin était au port, pas les attaques MS qui ont touché le sous-marin recherché. Nous avons un indice via une vidéo du 5 mars de l'amiral Brad Cooper, chef du CENTCOM. Selon Cooper, le sous-marin iranien le plus opérationnel a maintenant un trou dans son flanc. Notez que Cooper n'a pas mentionné de mini-sous-marin, donc il s'agissait d'un sous-marin Fatih ou Tariq. Cooper fait probablement référence à ce dernier. Comment le savons-nous ? Des images satellites de Planet Labs montrent qu'un des 3 sous-marins iraniens de classe Tariq semblait avoir coulé à la base navale de Bandar Abbas le 4 mars. Des images du 2 mars montraient que le sous-marin était intact seulement quelques jours auparavant, même après les frappes initiales menées dans le cadre de l'opération. 2 jours plus tard, il a coulé, et le lendemain, Cooper a affirmé que les États-Unis avaient frappé le sous-marin iranien le plus opérationnel si fort qu'il a maintenant un trou dans son flanc. Les indices suggèrent que le sous-marin touché par les États-Unis était un navire de classe Tariq, stationné dans un port principal de la marine iranienne offrant un accès direct au détroit d'Ormuz. On sait ce que les États-Unis ont ciblé avec leur ATACMS. Il est logique que ce soit un sous-marin de taille normale, et non un mini-sous-marin, que les États-Unis ont ciblé avec leurs missiles balistiques sol-sol. Nous n'avons toujours pas expliqué comment les États-Unis ont réussi ce tir impossible. Rappelez-vous que les sous-marins sont censés être difficiles à toucher, même par des armes conçues pour eux. Un sous-marin immergé est presque invisible depuis la surface, notamment pour les satellites américains, avant une frappe d'attaque MS. Les sous-marins iraniens, fonctionnant au diesel, sont plus bruyants et plus faciles à détecter que les sous-marins nucléaires. Cependant, ces sonars doivent être installés sur des navires ou sous-marins, et ceux qui traquent les sous-marins disposent généralement de torpilles et missiles sous-marins, évitant ainsi aux États-Unis d'utiliser des attaques MS contre le sous-marin iranien. Que s'est-il passé ? Certains spectateurs l'ont peut-être déjà compris. Si c'était bien le sous-marin de la classe Tariq à Bandar Abbas que les États-Unis ont frappé avec des attaques MS, ils ont pu réaliser cette frappe impossible parce que le régime iranien a été assez stupide pour laisser son sous-marin amarré dans un port à portée de l'artillerie américaine. Ce port est clairement à portée des bases américaines, les bases américaines au Qatar et aux Émirats arabes unis. Pourtant, la marine iranienne y a laissé un de ses rares grands sous-marins opérationnels. Appelez cela de la confiance excessive, appelez cela de la stupidité. Mais quoi qu'on l'appelle, c'est une énorme erreur stratégique de la part de l'Iran. Cela montre aux États-Unis combien l'opération Epic Fury a paralysé le commandement militaire iranien, ainsi que les centres de commandement et de contrôle qui auraient dû ordonner la sortie du sous-marin endommagé de Bandar Abbas. L'Iran a offert aux États-Unis le type de cible fixe que l'attaque MS est conçue pour frapper. Les États-Unis ont dit « merci beaucoup » et ils ont lancé leurs missiles sur une unité navale qui n'aurait jamais dû être vulnérable aux attaques MS en premier lieu. Il s'agissait d'un sous-marin, un navire conçu pour rester caché sous l'eau, et l'Iran l'a laissé bien en vue dans un port que les États-Unis pouvaient atteindre avec tant de leurs armes. Même sans que des bases militaires dans d'autres pays soient impliquées, l'Iran devait quand même être conscient que la supériorité aérienne américaine était telle que les États-Unis auraient pu envoyer un avion de chasse ou un bombardier pour attaquer Bandar Abbas. Les États-Unis avaient de nombreuses options pour cette frappe, et ont choisi la plus audacieuse pour réussir une élimination réputée impossible. Bien joué, régime iranien. Voilà ce qu'on appelle de l'incompétence stratégique. Il a pu sembler que les États-Unis ont détruit le sous-marin iranien simplement parce qu'ils le pouvaient, mais ce n'est pas le cas. Les sous-marins doivent rester des cibles pour les États-Unis, qui bénéficieraient en éliminant la menace sous-marine de l'Iran, en plus d'humilier un régime iranien déjà affaibli pour avoir laissé cette attaque se produire. La première raison est simple. Les États-Unis ont détruit un navire capable de poser des mines. Les sous-marins de la classe Tariq peuvent poser des mines, ce que l'Iran menace de faire dans le détroit d'Ormuz pendant une grande partie de l'opération Epic Fury. Les États-Unis ont tout fait pour empêcher cette possibilité. Le 11 mars, la CBC du Canada rapportait que les États-Unis avaient déjà affirmé avoir éliminé 16 navires poseurs de mines iraniens la veille, ce qui montre clairement que les États-Unis doivent absolument garder le détroit d'Ormuz libre de ces armes sous-marines très dangereuses. Et cela a du sens. L'Iran menace de rendre cette voie navigable, par laquelle transitent 20% des ventes mondiales de pétrole par voie maritime, tellement impraticable que cela ferait grimper le prix du pétrole à $200 le baril.
Au moins 17 navires marchands ont déjà été touchés dans le détroit d'Ormuz, selon le New York Times. Donc, ajouter des mines à l'équation serait un problème majeur à l'échelle de l'économie mondiale. La pose de mines par un sous-marin pouvant traverser le détroit sans être détecté serait un problème encore plus grave. Ainsi, la destruction du sous-marin de la classe Tariq à Bandar Abbas sert un objectif très concret dans ce contexte particulier. En parlant des navires marchands, la destruction des sous-marins iraniens, et on peut inclure le mini-sous-marin que les États-Unis ont détruit, signifie également que ces bâtiments ne peuvent plus représenter une menace directe pour les navires transitant par le détroit d'Ormuz. Les navires marchands n'ont pas l'équipement pour détecter les sous-marins qui se cachent sous eux. En plus des mines, les sous-marins iraniens transportent des torpilles pouvant viser les navires traversant le détroit que l'Iran cherche à bloquer. On ne peut pas dire que cela dépasserait les capacités de l'Iran. L'Iran a déjà montré sa volonté d'attaquer directement ces navires et a déclaré à plusieurs reprises la fermeture du détroit. Quelques navires, exploités par la Chine, le Pakistan et l'Inde, ont été autorisés à passer, selon Al Jazeera. Le détroit d'Ormuz est fermé pour la plupart du monde. Les sous-marins iraniens ont les armes pour frapper. Inspirer une telle peur aux capitaines de navires marchands qu'ils n'osent plus traverser, même escortés par des navires de guerre ou par des moyens aériens. Les États-Unis retirent une menace claire de l'équation. Si le sous-marin iranien le plus opérationnel a un trou, il ne peut nuire aux navires marchands. Il ne peut pas non plus faire quoi que ce soit pour nuire aux navires de guerre américains. Rappelez-vous que les États-Unis disposent de plusieurs porte-avions et navires de guerre dans le Golfe Persique. The National Interest a avancé que les sous-marins Ghadir iraniens pourraient discrètement approcher un porte-avions et l'attaquer avec des torpilles ou des missiles anti-navires. Forbes nuance dans un article du 27 février, affirmant que l'Iran n'a pas la puissance de feu pour couler un super porte-avions américain. Un seul de ces sous-marins pourrait causer des dégâts, et la victoire de propagande qui en résulterait porterait un coup aux affirmations américaines selon lesquelles les États-Unis ont pratiquement détruit la marine iranienne. Le détroit d'Ormuz est la priorité pour contrer la force sous-marine iranienne. Mais protéger les navires de guerre qui sont essentiels à la capacité de l'Amérique de poursuivre des attaques contre le territoire iranien est un petit bonus appréciable. Et enfin, imaginez ce qui se passe si l'Iran tente de réparer ses sous-marins endommagés. Ces réparations exigeraient qu'il stationne un sous-marin endommagé, dans une base suffisamment grande pour accueillir le navire, et disposant des installations nécessaires pour effectuer ces réparations. Même l'entretien de base d'un sous-marin est très coûteux, donc réparer un sous-marin si lourdement endommagé, qu'il a un trou dans la coque, ne sera sans doute pas une priorité pour un régime déjà confronté à une tempête de feu sur l'ensemble de son territoire. Réparer un sous-marin ne fait que recréer le problème qui a mené l'Iran à ce chaos. Ce sous-marin doit être arrêté dans une base navale, donc il ne peut pas non plus être immergé si des réparations doivent être effectuées. Encore une fois, les États-Unis décideront comment frapper une cible fixe, ce qui laisse présager d'autres tirs impossibles si l'Iran tente des réparations. Savez-vous ce qui va vraiment déranger le régime iranien ? Alors que ces sous-marins coulent, parce que les États-Unis réussissent des tirs mortels avec des armes qui ne sont même pas censées toucher des sous-marins. Les États-Unis et leurs propres sous-marins montrent à l'Iran comment on s'y prend. Le 4 mars, Pete Hegseth, secrétaire américain à la guerre, a confirmé qu'un sous-marin américain avait coulé un navire de guerre iranien quelque part dans l'océan Indien. Le navire, dont Hegseth disait qu'il avait sombré en toute discrétion, a finalement été identifié comme l'Iris Dana. Au moins 84 membres d'équipage du navire de guerre sont morts lors de l'attaque du sous-marin américain, privant la marine iranienne de personnel qualifié et d'un autre navire. Si ce n'est pas la démonstration parfaite de la disparité entre les États-Unis et l'Iran lors de l'opération Epic Fury, alors nous ne savons pas ce que c'est. Les sous-marins américains détruisent les navires de guerre iraniens, à des milliers de kilomètres de chez eux. Les sous-marins iraniens sont détruits avant de quitter le port par des tirs impossibles, utilisant des armes non conçues pour détruire des navires. C'est la domination des États-Unis. Et c'est l'histoire de la guerre depuis le lancement de l'opération Epic Fury. Nous avons expliqué comment les États-Unis ont géré une menace sous-marine dans cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5... Non, Lou Bega ne vient pas de faire son entrée. Ce sont les 5 grandes frappes, alors que les États-Unis ont porté coup sur coup contre l'Iran. Le régime avait été démantelé. Tous les principaux atouts militaires de l'Iran ont été détruits. Les États-Unis ont accompli l'impossible contre l'Iran, concluant par une attaque sur un territoire stratégique, pouvant servir de base à une invasion terrestre. Commençons par ce territoire clé, l'île de Karg. Le 12 mars, la nouvelle est tombée. Les États-Unis avaient lancé une frappe massive contre l'île de Karg, située à seulement 24 km ou 15 miles au large des côtes iraniennes. Cette île est essentielle pour l'industrie pétrolière iranienne,
même si les États-Unis n'ont pas encore visé ces infrastructures pétrolières. Les frappes américaines ont détruit l'infrastructure militaire de l'île. La BBC indique que les États-Unis ont frappé plus de 90 cibles, dont des bunkers de missiles, des dépôts de mines navales, des défenses aériennes, un hangar d'hélicoptères et une tour de contrôle. Cela revient à neutraliser totalement l'île de Karg militairement, ce qui ne satisfait pas l'Iran. Après l'attaque, l'Iran a menacé de détruire toutes les infrastructures pétrolières et énergétiques de l'île appartenant à des entreprises liées aux États-Unis et de les réduire en cendres. C'est une menace, indiquant que frapper l'île de Karg nuirait davantage aux États-Unis qu'à l'Iran. Le pétrole est en effet l'élément clé pour cette île. Cependant, pas de la manière dont l'Iran essaie de le faire croire. L'île de Karg est bien plus stratégique pour l'Iran sur le plan pétrolier et gazier que pour les États-Unis, comme le montrent les chiffres. Selon Euronews, l'île de Karg est le principal terminal pétrolier du système d'exportation de l'Iran. Près de 90% du pétrole brut exporté par l'Iran quitte le pays via cette île, puis traverse le détroit d'Ormuz vers la Chine et d'autres clients asiatiques. Gardez à l'esprit le détroit d'Ormuz. Ce que font les États-Unis fait partie des 5 principales frappes. Lorsque l'île de Karg fonctionne à son maximum, elle permet de charger entre 1,3 et 1,6 million de barils de pétrole brut par jour. L'Iran en a besoin car ses ports en eau profonde permettent aux superpétroliers de charger le pétrole. Ces superpétroliers ne peuvent utiliser de nombreux ports côtiers du continent iranien, l'eau y étant trop peu profonde. La BBC précise que le pétrole et le gaz sont vitaux pour l'économie iranienne. Le régime du pays détient le contrôle de 10% des réserves prouvées de pétrole dans le monde, ainsi que 15% de ses réserves de gaz. Ainsi, l'énergie reste la seule industrie pouvant vraiment soutenir l'Iran, sous de lourdes sanctions qui l'empêchent d'être un partenaire commercial efficace ailleurs. Les revenus pétroliers de l'Iran ont augmenté récemment. Le Tehran Times affirme que ses revenus ont atteint 46 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation de 14%, soit 5,6 milliards de dollars de plus que ce qui avait été vendu en 2023. Avec 90% du pétrole iranien transitant par l'île de Karg avant exportation, il est clair que des frappes sur cette île pourraient détruire toute l'économie iranienne. Et il s'agit d'une économie qui n'allait déjà pas particulièrement bien, même avant que les États-Unis ne lancent l'opération Epic Fury. La valeur de la monnaie iranienne a chuté de 95% par rapport au dollar américain depuis mai 2018, rapporte la BBC. La situation de l'économie iranienne est ce qui a déclenché les manifestations de fin décembre et de janvier, qui ont finalement conduit à la guerre que nous voyons actuellement. Le régime iranien ne peut pas se permettre de perdre ses installations pétrolières à Karg. Ce n'est pas le cas, car les États-Unis se sont concentrés sur des cibles militaires lors de leur première série de frappes. Dire qu'il s'agit d'une première série montre que les États-Unis gardent leurs options ouvertes. L'Amérique a lancé un avertissement en détruisant toutes les défenses iraniennes de l'île de Karg lors de ces frappes. Ensuite, les installations pétrolières, que Trump a à moitié plaisanté, en disant que les États-Unis pourraient les frapper encore quelques fois, juste pour s'amuser. Le régime iranien ne plaisante pas. Il sait que les États-Unis ont l'avantage sur l'île de Karg et pourraient la frapper à tout moment, coupant ainsi la principale artère pétrolière de l'Iran. Bien que les attaques sur l'île de Karg puissent également avoir un impact sur la posture de l'Iran dans le détroit d'Ormuz, passons au numéro 2 du top 5, les capacités militaires détruites de l'Iran. Depuis que les États-Unis ont lancé l'opération Epic Fury menée en parallèle de l'opération Roaring Lion d'Israël, ils démantèlent l'infrastructure militaire iranienne. Cela commence par la direction du pays. Le 28 février, jour d'ouverture de l'opération Epic Fury, Trump a déclaré que 48 dirigeants militaires et politiques iraniens avaient été tués, y compris l'ancien guide suprême de l'Iran, Ali Khomeini. De nombreux autres ont suivi tandis que les États-Unis et Israël frappaient la direction iranienne, plongeant ainsi la riposte militaire iranienne dans la confusion. Dès lors, les chiffres sont catastrophiques pour le régime iranien. L'Institut pour l'étude de la guerre rapporte qu'Israël affirme que les frappes aériennes ont détruit jusqu'à 80% des défenses aériennes de l'Iran. Les forces de défense israéliennes, ou Tsahal, déclarent aussi avoir détruit près de 70% des lanceurs de missiles iraniens. L'Iran a ainsi perdu l'une de ses plus grandes menaces contre les forces alliées qui frappent quotidiennement son territoire. Sans la majorité de ses défenses aériennes, l'Iran est impuissant face à la supériorité aérienne des États-Unis sur son territoire. Cela a permis aux États-Unis d'engager des bombardiers non furtifs et des avions d'attaque dans le conflit, comme nous l'avons vu avec l'arrivée des B-1 des B-52 et des Hadith Warthog en Iran. Bien que l'Iran
puisse encore représenter une petite menace avec des unités de défense aérienne isolées, le fait que 80% de son réseau soit hors service ouvre la voie aux États-Unis et à Israël pour déployer encore plus de puissance aérienne dans leurs opérations. Ceci est crucial pour maintenir la puissance aérienne après le choc initial, suggérant un autre des 5 grands éléments. Cela signifie aussi que l'Iran doit gérer une série de frappes qui s'accumulent. Le fait que tant de défenses aériennes soient détruites signifie que le reste des défenses aériennes du pays devient plus vulnérable. Chaque frappe sur cette force iranienne ouvre de nouvelles possibilités d'action pour les bombardiers et avions d'attaque. Ensuite, il y a les lanceurs de missiles. Nous avons dit que les FDI affirment que 70% de ces lanceurs ont été détruits, et nous avons vu l'impact de cela dans l'utilisation par l'Iran de ces missiles balistiques. Le taux de lancement de missiles iraniens est en déclin continu depuis le début du conflit. Selon le Times of Israel, les FDI ont retracé cette baisse. L'Iran a lancé 90 missiles sur Israël le premier jour de la guerre. Ce nombre est tombé à 60 le lendemain. Pendant environ une semaine après, l'Iran a lancé 20 missiles par jour, et il en lance maintenant encore moins que cela. La destruction des lanceurs réduit la puissance de feu, un revers important pour l'Iran. Le pays a stocké plus de 2000 missiles balistiques à courte portée avant la guerre et prévoyait d'en produire plus. L'Iran prévoyait d'utiliser des essaims de missiles contre Israël et les États-Unis, mais il n'en est plus capable et ne peut lancer que peu de missiles par rapport à ses intentions initiales. De plus, les frappes sur les sites de drones en Iran ont réduit de 95% les lancements de drones par rapport au premier jour de l'opération Epic Fury, selon le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth. Toute la doctrine militaire de l'Iran reposait sur la capacité à utiliser ce type d'armes. Mais celle-là était paralysée offensivement et défensivement sur le terrain. Et la situation empire encore, car le troisième des 5 principaux facteurs a également rendu l'Iran pratiquement inutile en mer. Avant de poursuivre, abonnez-vous à l'émission militaire si ce type d'analyse vous intéresse. Nous analysons les choses de cette façon chaque jour. Maintenant, la marine iranienne. Elle ne va pas bien. Le 16 mars, l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a indiqué que les États-Unis ont détruit ou endommagé plus de 100 bâtiments de la marine iranienne. C'est un véritable exploit, étant donné que Global Firepower rapporte que la marine iranienne comptait 109 unités avant l'opération Epic Fury. Cela signifie que les États-Unis ont presque anéanti la marine iranienne, si ces chiffres sont exacts. Si ce n'est pas le cas, ce qui est possible, puisque le corps des gardiens de la révolution islamique opère de nombreux bateaux rapides, qui ne font peut-être pas officiellement partie de la marine iranienne, cela signifie tout de même que les États-Unis éliminent des cibles navales à tour de bras. Chaque destruction de ces équipements réduit la menace contre la présence navale américaine dans les eaux iraniennes, et la capacité de la marine iranienne à menacer les navires marchands du détroit d'Ormuz. Restez avec nous. Ce que font actuellement les États-Unis dans ce détroit constitue le dernier des 5 grands. Le Washington Post indique que des images satellites de grandes bases navales iraniennes montrent l'ampleur des dégâts causés par les États-Unis. À Bandar Abbas, l'un des plus grands ports d'Iran, est clé dans la stratégie du pays au détroit d'Ormuz. Des navires de guerre brûlent, et au moins un sous-marin iranien semble avoir été coulé. Les États-Unis ont également commencé à détruire des navires en dehors des eaux iraniennes. Nous le voyons avec ce qui est arrivé à l'Iris Dina, que les États-Unis ont frappé au large des côtes du Sri Lanka. Ce navire de guerre gît désormais au fond de l'océan Indien, avec au moins 84 membres d'équipage tués lors de l'attaque américaine. Les États-Unis ont également détruit 16 des navires poseurs de mines de l'Iran, que l'Iran comptait utiliser pour poser des mines sous-marines le long du détroit d'Ormuz, rendant ainsi une traversée déjà dangereuse, carrément traîtresse, pour les navires marchands, tentant de transporter leur cargaison par le détroit. Ce que révèle ce troisième des 5 grands, c'est à quel point la marine d'un pays peut être rapidement paralysée lorsqu'elle affronte une nation disposant de navires bien supérieurs et, peut-être surtout, de porte-avions massifs, à partir desquels elle peut lancer frappe après frappe contre des ports stratégiques. L'Iran a perdu frégates, porte-drones, sous-marins, ports, poseurs de mines, avions de patrouille maritime, petits navires de combat et presque tout ce sur quoi il comptait pour sa défense navale contre les États-Unis. Et cela signifie quelque chose de similaire à ce que nous ne voyons pas dans le ciel au-dessus de l'Iran. Dans ces cieux, les avions américains volent presque impunément. Il en va désormais de même pour les porte-avions américains et groupes navals présents dans le golfe Persique. La destruction a été si sévère que l'Iran n'osera pas engager de combat naval, craignant de perdre ses derniers moyens. L'Iran se contente d'attaques avec vedettes rapides et navires sans pilote contre des cargos, ce qui n'empêchera pas les États-Unis de bombarder l'Iran avec la puissance aérienne de leurs porte-avions et de bombardiers venant d'autres bases. En parlant de puissance aérienne, cela nous mène au 4e des 5 grands,
la pression constante de l'Amérique sur l'Iran, rendue possible par des milliers de sorties aériennes effectuées dans le pays. Comme expliqué plus tôt, la perte des défenses aériennes iraniennes a permis aux États-Unis de déployer des avions qu'ils n'auraient pas utilisés si le ciel était resté risqué. L'utilisation des B-52 pour frapper l'Iran illustre bien la situation. Ces bombardiers de plus de 70 ans, loin d'être furtifs, opèrent au-dessus de l'Iran à cause de l'effondrement total de la défense aérienne iranienne. Regardons quelques chiffres. Selon le Wall Street Journal, les États-Unis affirment avoir frappé plus de 7000 cibles à travers l'Iran. Le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, affirme qu'avec les frappes israéliennes, environ 15 000 cibles ennemies ont été touchées. La guerre fait rage depuis le 28 février, ce qui représente 19 jours de frappe à la date de création de cette vidéo. En d'autres termes, en moyenne, 789 cibles sont frappées chaque jour en Iran. C'est la définition même d'une campagne aérienne soutenue. Les États-Unis et Israël ont réussi à instaurer une routine de sortie qui leur permet de relayer leurs moyens aériens, sans aucune riposte de la part de l'Iran. Plusieurs avions de chasse peuvent décoller d'un porte-avions, frapper, revenir, se ravitailler, se réarmer et repartir plusieurs fois par jour. Multipliez cela par de nombreux chasseurs sur les porte-avions américains, ceux opérant depuis Israël et ceux partant de bases américaines proches de l'Iran, et vous obtenez des frappes continues auxquelles l'Iran ne peut répondre. Tout cela conduit à la dégradation systématique d'une armée et d'un régime iranien, enraciné depuis plus de 40 ans, rendu possible par la puissance aérienne américaine. Trop de frappes pour toutes les détailler ici. Parmi les plus graves figurent les attaques sur l'île de Kharg, qui pourraient être renouvelées, et l'utilisation par les États-Unis de bombes pénétrantes de 13 600 kg contre le bunker souterrain Talagan 2. Le Royaume-Uni ayant autorisé les États-Unis à utiliser ces bases comme la RAF Fairford, les pilotes de bombardiers américains n'ont plus à faire les vols aller-retour épuisants qu'ils effectuaient plus tôt pendant la guerre. La distance à parcourir avant d'atteindre l'Iran a été réduite. L'ensemble de l'océan Atlantique peut désormais être contourné. Les bombardiers américains peuvent désormais frapper l'Iran bien plus vite qu'avant, rejoignant la rotation continue des chasseurs. Au début de l'opération Fureur épique, nous avons vu le démantèlement des défenses aériennes et des capacités iraniennes en matière de missiles. Avec le quatrième des Big Five, les États-Unis détruisent désormais les sites de production de missiles, complexes souterrains, centres de commandement et de contrôle et toute la base industrielle iranienne accessible. Il ne s'agit plus seulement de neutraliser l'armée iranienne, mais de l'empêcher de se reconstruire tant qu'elle subit ce déluge de puissance aérienne. Cependant, l'Iran détient un dernier levier auquel il s'accroche, ce qui nous ramène au dernier des Big Five, le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est l'une des voies maritimes les plus importantes au monde, notamment pour le transport du pétrole. Environ 1/5 du commerce mondial de pétrole passe par ce détroit, soit 21 millions de barils par jour. Avec seulement 24 miles de large à son point le plus étroit, le détroit d'Ormuz est très facile à patrouiller pour l'Iran. Bien qu'il y ait un peu de trafic qui traverse le détroit, cela se fait au compte-gouttes par rapport à ce que nous devrions observer. La raison en est claire. L'Iran a menacé de frapper les navires traversant le détroit d'Ormuz, et il a déjà mis ces menaces à exécution à plusieurs reprises. Avec le détroit toujours de fait sous blocus, nous avons également vu les prix du pétrole s'envoler au-dessus de 100 $ le baril où ils se maintiennent encore. C'est le dernier plan de l'Iran. Bloquer le détroit, provoquer le chaos dans l'industrie pétrolière, et espérer que la pression créée soit suffisante pour que les États-Unis reculent, cela ne fonctionne pas. Les États-Unis, après avoir appelé leurs alliés à protéger les navires marchands dans le détroit d'Ormuz, tout en critiquant et menaçant ceux qui refusent, se sont ensuite tournés vers des frappes directes près du détroit. Le 17 mars, on a appris que les États-Unis bombardaient les sites de lancement de missiles iraniens près du détroit d'Ormuz avec des bombes anti-bunkers. Le CENTCOM a annoncé dans un communiqué. Il y a quelques heures, les forces américaines ont utilisé avec succès plusieurs munitions pénétrantes de 5000 livres contre des sites de missiles iraniens fortifiés le long du littoral iranien, près du détroit d'Ormuz. Bien que ressemblant à d'autres frappes contre les sites de lancement de missiles iraniens, ces frappes visent surtout à empêcher l'Iran de cibler les navires marchands dans le détroit avec des missiles de croisière anti-navires. Les États-Unis, après avoir détruit les structures militaires et dirigeantes iraniennes et menacé son économie, protège désormais activement l'une des voies navigables mondiales les plus cruciales. Et il pourrait y en avoir davantage. Les États-Unis déploient aussi la 31e unité expéditionnaire des Marines au Moyen-Orient. Cette unité, qui compte environ 2200 Marines américains, ainsi que du matériel comprenant des navires d'assaut amphibies.
n'est pas censé arriver avant la fin du mois de mars. Une fois dans le golfe Persique, l'unité pourrait lancer des raids côtiers contre des sites militaires iraniens, clés près du détroit d'Ormuz. Les ports et les sites de lancement de missiles qui ont déjà été endommagés pourraient être entièrement pris, permettant ainsi aux États-Unis de créer une sorte de zone tampon dans laquelle ils pourraient installer des défenses aériennes, minimisant ainsi la menace que l'Iran fait peser sur le détroit depuis l'intérieur du territoire. Si d'autres pays rejoignent les États-Unis pour défendre ce détroit, comme la France l'envisage une fois la situation dans le détroit apaisée, l'Iran perdra son dernier levier. Le régime iranien espère que la hausse des prix du pétrole arrêtera net les États-Unis. Au lieu de céder à la pression, les États-Unis ont envoyé le 5e des Big Five dans le détroit d'Ormuz et pourraient avoir d'autres atouts. L'Iran a subi coup sur coup de durs revers. Les Big Five montrent que les États-Unis dominent l'opération Epic Fury. L'infrastructure militaire de l'Iran et son régime s'affaiblissent chaque jour. Alors que les États-Unis poursuivent probablement des attaques contre d'autres positions autour du détroit d'Ormuz et sur l'île de Kahag, la situation de l'Iran ne fera qu'empirer. L'US Air Force et l'US Navy ont dévasté l'Iran. Toute l'infrastructure militaire du pays est en ruine, et sa structure dirigeante ne s'en sort guère mieux. Les États-Unis s'apprêtent à porter le coup final. Il faut agir sur l'uranium enrichi iranien. La Delta Force pourrait être la solution. Les États-Unis vont entreprendre une action inédite contre l'Iran, alors que l'invasion terrestre semble imminente. Le terrain est prêt. Restez avec nous pour découvrir comment la Delta Force pourrait s'emparer de l'uranium enrichi en Iran sous leur nez. Pour revenir à cette préparation, l'armée iranienne n'est plus que l'ombre d'elle-même, car les États-Unis ont dévasté le pays par des frappes aériennes constantes que l'Iran ne peut contrer. Les chiffres sont catastrophiques pour le régime iranien. Nous disons ce qu'il reste, car les frappes aériennes ont éliminé des figures clés du régime. Le principal est l'ex-guide suprême Ali Khomeini, tué lors de la première vague de frappes déclenchant l'opération Epic Fury et l'opération Roaring Lion. Et il n'est pas le seul. Le chef du bureau militaire iranien, le général de brigade Mohammad Shirazi, est tombé. Il en va de même pour le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, Ali Larajani. Le ministre de la Défense, Aziz Nazizadeh, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Mohamed Pakpour et le chef d'état-major iranien, le général Abdul Rahim Moussavi, ont tous succombé aux frappes. Ceci n'est qu'un échantillon. Plus de 1100 militaires iraniens ont péri lors des frappes aériennes américaines, selon le Wall Street Journal. Les forces américaines ont effectué plus de 6500 missions de combat en Iran, frappant plus de 7000 cibles à travers tout le pays, ajoute le journal. Le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, estime à 15 000 le nombre de cibles touchées, en incluant les frappes israéliennes. Les États-Unis annoncent avoir détruit plus de 100 navires de guerre iraniens et de nombreux sites de lancement de missiles balistiques et de drones. C'est une destruction totale par une puissance aérienne dont l'Iran ne soupçonnait même pas l'existence, mais cela pourrait aller plus loin. L'action des États-Unis pendant l'opération Epic Fury dépasse la simple destruction de l'infrastructure militaire iranienne. Cela pourrait poser les bases de quelque chose de plus grand, une invasion terrestre de l'Iran, qui pourrait être en train de se préparer, alors que les États-Unis tournent leur attention vers quelque chose qu'ils veulent arracher des mains de l'Iran depuis des années, les stocks d'uranium enrichi de l'Iran, Rishi. Pour s'emparer de cet uranium et empêcher le régime iranien de développer des armes nucléaires, les États-Unis pourraient envoyer la Delta Force. Selon le Télégraphe du 17 mars, cette mission pourrait mettre fin à la guerre et impliquerait l'envoi par les États-Unis de ce que le journal qualifie de commando nucléaire pour sécuriser les sites nucléaires iraniens. Une telle mission serait très risquée et exigerait une coopération étroite entre les forces spéciales américaines et israéliennes. Cependant, les deux ont prouvé qu'ils étaient à la hauteur de la tâche tout récemment. En 2024, lors des derniers mois du règne de Bachar al-Assad, les forces spéciales israéliennes ont pris d'assaut un bunker souterrain de missiles en Syrie, financé par l'Iran, l'ont piégé et détruit. Ils ont accompli la mission en 2h30. Nous avons vu l'efficacité des forces spéciales américaines lorsqu'elles ont capturé Nicolás Maduro sous les yeux de ses gardes du corps. Entrer ne sera pas difficile, mais vous verrez qu'une telle mission implique bien plus que l'infiltration. On peut se demander si une mission des forces spéciales en vaudrait la peine. Si l'on prend en compte les déclarations du président américain Donald Trump lors du premier jour de l'opération Epic Fury, il semble bien que priver l'Iran de ses capacités nucléaires naissantes figure en haut de l'agenda des États-Unis. Trump a affirmé « Ma politique et celle des États-Unis a toujours été d'empêcher ce régime terroriste d'obtenir une arme nucléaire.
Je le répète, ils ne pourront jamais en avoir. L'opération Midnight Hammer, menée par les États-Unis et Israël contre 3 sites nucléaires iraniens en 2025, visait à stopper les ambitions nucléaires de l'Iran, sans succès. Pour Trump, le régime iranien chercherait toujours à fabriquer des armes nucléaires, donc il faut l'arrêter. L'Iran sait que son uranium enrichi est un levier clé dans tout ce conflit. Le 15 mars, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à CBS Face the Nation « J'ai proposé que nous soyons prêts à diluer ou mélanger ces matériaux enrichis à un pourcentage inférieur. » C'était donc une offre importante, une concession. Le problème, c'est que la dilution peut être inversée et l'enrichissement peut être dissimulé. Et quand on tient compte du fait que l'Agence internationale de l'énergie atomique a estimé que l'Iran possédait 440,9 kg, soit environ 972 livres d'uranium enrichi, jusqu'à 60% de U-235, qui est l'isotope d'uranium explosif permettant la fabrication d'armes nucléaires. Avant l'opération Midnight Hammer, il est difficile de prendre l'Iran au sérieux. Le régime a enrichi de l'uranium dans le but évident d'atteindre le point où il pourrait fabriquer une bombe nucléaire. Malgré les affirmations de dilution, l'Iran détient toujours de l'uranium enrichi, des centrifugeuses, des documents, un savoir-faire national et d'autres équipements servant à fabriquer des composants d'armes nucléaires. Cela représente un risque clair. Les États-Unis seraient prudents, car laisser ces matériaux en Iran pourrait permettre au régime de relancer un programme nucléaire à tout moment si celui-ci n'est pas contrôlé ou détruit lors de l'opération Epic Fury. C'est l'objectif de l'opération que les États-Unis sont peut-être en train de préparer. Une intervention terrestre devient probable. La Delta Force pourrait prendre le contrôle des sites nucléaires iraniens. Avant l'intervention de la Delta Force, il reste du travail. Ce travail vise à localiser le stockage de l'uranium enrichi iranien. L'explication la plus évidente serait les sites nucléaires souterrains, frappés lors de l'opération Midnight Hammer, et qui semblent avoir été de nouveau visés par des bombes anti-bunker pendant l'opération Epic Fury. Cependant, comme le note The Economist, dans son article du 11 mars, consacré à ce que les forces spéciales américaines devraient en faire avant un raid, localiser l'uranium hautement enrichi, caché par l'Iran, pourrait être encore plus complexe. Oui, cet uranium est peut-être encore dans les bunkers souterrains de Fordo, Natanz et Ispahan, mais ces bunkers, déjà endommagés, sont immenses. Impossible de savoir exactement où l'uranium iranien est stocké, même s'il reste dans ces installations souterraines. La Delta Force doit se préparer à une mission de recherche, où ils rencontreront probablement de la résistance en cherchant les caches. Si la Delta Force trouve ce qu'elle cherche, elle doit ensuite le sécuriser. Prenons Ispahan comme exemple, situé à environ 500 km, soit 310 miles, à l'intérieur des terres. Le site peut être atteint par des hélicoptères décollant de navires de guerre américains dans la région du Golfe Persique, mais la distance nécessite ravitaillement et temps pour envoyer des troupes soutenir les forces spéciales après la prise du bunker. Les forces américaines pourraient prendre la base aérienne de Badr, située à 10 km, soit 6,2 miles, d'Ispahan, mais cela nécessiterait davantage de troupes pour soutenir une opération visant à s'emparer des installations nucléaires iraniennes. Les États-Unis auraient aussi besoin d'un groupe de combat important, jusqu'à 1000 soldats, pour sécuriser un périmètre autour de chaque site nucléaire. Cela requiert une couverture aérienne constante, une surveillance et un flux régulier d'avions ravitailleurs pour maintenir les moyens aériens, protégeant les troupes au sol. Et cela concerne un seul site. Les États-Unis devraient ici mener la plus grande opération des forces spéciales de l'histoire, en Iran et dans le monde. Avant d'entrer plus en détail sur ce que cela signifie vraiment, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton afin de ne jamais manquer l'une de nos vidéos. Supposons que s'emparer des installations nucléaires iraniennes soit vraiment prioritaire pour les États-Unis. Le Wall Street Journal affirme que les États-Unis ont des équipes d'élite pour manipuler et retirer des matières radioactives en zone de conflit. Il est très risqué de tenter une telle opération dans une zone de guerre active, où des cibles sont bombardées depuis les airs chaque jour. Cela signifie aussi que les forces spéciales américaines n'auraient pas à contrôler parfaitement les bunkers nucléaires iraniens. S'ils coordonnent bien, ils devront entrer, sécuriser le site, retirer l'uranium, détruire ce qui permet à l'Iran d'en produire plus, puis repartir. Cela semble simple, mais l'opération serait difficile. C'est ce qu'affirme l'amiral James Stavridis, ancien chef du commandement sud des États-Unis et ancien commandant de l'OTAN. Stavridis estime qu'une telle opération pourrait exiger la plus grande mobilisation des forces spéciales de l'histoire. La Delta Force ne serait qu'un seul élément de cette opération, et il se pourrait même qu'elle ne soit pas le plus important de ces éléments.
Les Rangers de l'armée ou des troupes de combat similaires devraient être déployés pour sécuriser les périmètres autour des sites nucléaires iraniens. Des ingénieurs et des équipements d'excavation doivent être envoyés pour dégager les entrées probablement obstruées des installations nucléaires iraniennes après les frappes américaines. Des experts devraient vérifier la présence de mines et pièges, et les États-Unis devraient capturer ou construire une piste d'atterrissage pour évacuer les matériaux nucléaires iraniens. Cela devrait arriver pendant que les troupes américaines opèrent depuis une position fixe, cible évidente pour les missiles et drones iraniens. Nous avons déjà dit que les États-Unis avaient préparé le terrain pour cette opération plus tôt dans la vidéo. Le 15 mars, Iran International a rapporté que les États-Unis affirment que la capacité de missiles de l'Iran a chuté de 90% et celle des drones de 95% depuis le début de l'opération Epic Fury. Ce sont des chiffres impressionnants, mais les missiles et drones iraniens n'ont pas tous été éliminés. Toute opération des forces spéciales pour saisir les matériaux nucléaires de l'Iran devra aussi inclure une défense aérienne, probablement mêlant défense au sol et des chasseurs effectuant des sorties autour des bases pour protéger les troupes américaines contre les frappes iraniennes. Je crains les frappes de drones, les engins explosifs improvisés, les pièges, les risques de contamination et le temps prolongé sur place, explique Richard Nephew, ex-directeur pour l'Iran au Conseil de sécurité nationale, au Wall Street Journal. Les États-Unis doivent tout de même trouver un moyen d'éliminer les capacités nucléaires de l'Iran. Donald Trump a souligné que ces capacités étaient l'une des raisons de l'opération Epic Fury, et Hegseth a récemment affirmé que les États-Unis maintenaient toutes les options ouvertes. Nous gardons des options sur tout le spectre. Le président est resté concentré sur les capacités nucléaires, et nous avons diverses options, y compris celles où l'Iran y renoncerait, a déclaré Hegseth le 13 mars. L'idéal serait que l'Iran remette simplement ses moyens nucléaires. Cependant, ce scénario paraît peu probable, car l'Iran propose seulement de diluer son uranium, sans s'en débarrasser. Tout cela signifie que la Delta Force pourrait bien se préparer à porter le coup final au régime iranien. Et quel coup ce serait ? S'emparer des moyens nucléaires priverait l'Iran de tout levier contre les États-Unis, hormis le détroit d'Ormuz. Fait intéressant. Ce détroit pourrait être clé dans un scénario alternatif, où les États-Unis déploieraient différemment Marines et forces spéciales. Mais nous y reviendrons bientôt. Avant cela, le régime iranien a semé la confusion en prétendant que les États-Unis ont déjà envoyé des troupes en Iran et qu'elles ont été capturées. Une semaine après le début de l'opération Epic Fury, des images montrant des membres de la Delta Force capturés par les forces iraniennes ont circulé sur les réseaux sociaux. Reuters a diffusé certaines images dans un article du 11 mars, ainsi qu'une publication sur les réseaux sociaux contenant cette affirmation. Les responsables iraniens ont officiellement confirmé qu'une opération aérienne américaine à Téhéran avait échoué, et que 173 soldats et officiers américains de l'unité d'élite de l'armée américaine, connus sous le nom de Delta Force, avaient été capturés, non classifiés. C'est une interprétation intéressante de la situation actuelle en Iran. Il est vite apparu que ces images étaient fausses. Leur créateur n'a pas su retirer le logo en diamant de Gemini dans le coin des images, ce qui aurait dû vous alerter. En d'autres termes, ces images ont été créées à l'aide de l'IA, et elles montrent que l'Iran, ou la personne qui a créé ces images, essaie de mener une guerre de propagande en laissant entendre que les États-Unis ont déjà déployé des troupes au sol et que l'Iran s'en est occupé. Rien de tout cela n'est encore arrivé. Si la Delta Force entrait en Iran, il est très peu probable que l'armée iranienne puisse réagir efficacement, surtout si les États-Unis soutiennent pleinement ces forces spéciales pour leur mission sur les sites nucléaires. Peut-être que ces sites ne sont pas vraiment ce que visent réellement les États-Unis. Le détroit d'Ormuz pourrait expliquer la décision des États-Unis de déployer des troupes au sol. Même si la discussion sur la Delta Force reste théorique pour l'instant, il est certain que les États-Unis envoient actuellement des Marines en Iran. La 31e unité expéditionnaire des Marines, ou MEE, est en route vers le Moyen-Orient depuis l'Indo-Pacifique, ce qui pourrait être le signe le plus clair à ce jour, que les États-Unis cherchent à garder toutes leurs options ouvertes et à potentiellement consolider les bases qu'ils ont posées en Iran. Cette unité compte 2200 Marines, rapporte ABC News, et elle devrait arriver en Iran vers la fin du mois de mars. Vous aurez remarqué qu'il ne s'agit pas de la Delta Force, donc la MEU en route vers l'Iran n'a pas pour mission de pénétrer profondément dans le pays pour s'emparer de sites nucléaires. Mais si ce n'est pas pour le nucléaire, alors pourquoi ? Selon ABC, la 31e MEE se dirigerait vers l'Iran, afin de pouvoir lancer des raids le long du littoral iranien dans la région du détroit d'Ormuz. Il s'agit ici de prendre un certain contrôle sur une voie navigable, par laquelle transite 20% du pétrole transporté par voie maritime dans le monde, et que l'Iran bloque efficacement en menant des attaques contre les navires marchands qui tentent de passer.
Les États-Unis semblent encore avoir préparé le terrain. Le 18 mars, The Independent a indiqué qu'il ciblait déjà des sites côtiers près du détroit d'Ormuz avec des bombes anti-bunker. L'objectif semblait être de détruire les sites de lancement de missiles restants de l'Iran dans ces régions côtières, réduisant ainsi la menace pour les navires marchands dans cette zone. Ce que nous voyons ici, c'est peut-être les États-Unis en train de détruire ces sites de missiles, afin qu'ils ne puissent plus représenter une menace pour les Marines qu'ils pourraient se préparer à envoyer vers d'autres sites isolés le long de la côte du détroit. Déployer des troupes au sol diffère beaucoup de l'envoi de la Delta Force pour capturer des sites nucléaires. Les États-Unis pourraient se préparer à établir de facto leur base navale le long du détroit d'Ormuz, en contrôlant peut-être les ports iraniens côtiers. Cela permettrait aux États-Unis, ainsi qu'à tous les alliés qui choisiraient de s'y joindre de défendre le détroit, et d'empêcher l'Iran d'y envoyer des vedettes rapides pour attaquer les navires marchands. Cependant, il ne faut pas ignorer que les ports, tout comme les installations nucléaires, sont des sites statiques qui pourraient être ciblés par les missiles et les drones iraniens. Le largage de bombes anti-bunker sur les sites de missiles côtiers pourrait résoudre ce problème, d'où notre description de cette action comme potentiellement préparatoire. La Delta Force et d'autres unités des opérations spéciales pourraient toujours jouer un rôle dans cette approche si les États-Unis décident de les utiliser. Les installations iraniennes de drones et de vedettes rapides près du détroit d'Ormuz dépendent toujours des ordres des postes de commandement et de contrôle côtier. Ce que nous pourrions voir, c'est que la 30e ou la 31e ME interviennent pour prendre le contrôle des ports iraniens, créant les types de périmètres que nous avons mentionnés lors de la discussion sur les sites nucléaires. La Delta Force, les Navy Seals et les Bérets Verts utilisent ces ports pour lancer des opérations en profondeur dans les régions côtières, afin de neutraliser les postes C2. Chaque option présentée serait chirurgicale, pas une invasion totale de l'Iran. Que les États-Unis visent le détroit d'Ormuz ou les sites nucléaires iraniens, ils attaquent le moyen de pression du régime. Les dirigeants iraniens ne peuvent perdre aucun des deux, car leur position fragile dépend de l'influence que ces atouts leur apportent. Donc, il est peu probable que nous assistions à une invasion totale de l'Iran. Si les États-Unis lancent ces frappes chirurgicales, ils auront quand même besoin de milliers de soldats pour tenir les positions pendant l'assaut final contre le régime iranien. L'Iran y est-il prêt? Et les États-Unis? Nous pourrions bientôt avoir des réponses, surtout si l'Iran persiste à refuser de céder ses capacités nucléaires. L'Iran croyait tout maîtriser, utiliser missiles et drones pour infliger assez de dégâts et stopper l'opération Epic Fury. L'Iran s'est trompé. Les États-Unis viennent de déclencher une guerre spatiale alors qu'il utilisait des armes classiques. Une technologie tellement futuriste qu'elle ne devrait même pas exister, est en train d'anéantir certaines des armes les plus importantes de l'Iran, et il n'y a rien que le régime vacillant de Téhéran puisse faire contre cela. Les États-Unis emploient des satellites pour détruire les sites de lancement de missiles iraniens. Nous aimerions vous dire que les États-Unis ont un laser spatial qui vise ces sites dès leur découverte, mais ce n'est pas encore le cas. Mais les États-Unis sont tout aussi ingénieux, et peuvent détecter puis détruire les sites de lancement iraniens, en quelques minutes, dès leur utilisation. Plantons le décor. Avec une grande partie de son infrastructure militaire détruite, l'Iran doit lancer des missiles depuis des sites isolés. L'Iran doit rester prudent. Sachant que les avions américains patrouillent, tout tir de missile doit se faire d'un lieu sûr. Cela doit être assez rapide pour que l'Iran tire et mette ses lanceurs à l'abri avant une riposte. Cela convient à l'Iran, si ses radars de défense aérienne l'autorisent. Il a le temps de lancer avant l'arrivée d'un chasseur américain. C'est ce que pense l'Iran. Mais alors que le lanceur est déployé et le missile tiré, un événement survient dans l'espace sans que l'Iran le sache. En orbite autour de la Terre se trouvent des satellites opérés par la Force spatiale américaine, qui a été créée en 2019 lors du premier mandat du président américain Donald Trump. Ces satellites, dotés de capteurs infrarouges, surveillent en continu. Dès qu'un missile iranien est lancé, les satellites captent ses signatures thermiques. Le site et le lanceur sont localisés instantanément avec précision. Les défenses aériennes au sol réagissent si vite que le missile iranien est détruit avant d'atteindre sa cible. La situation est déjà critique pour l'Iran. Un nouvel échec de lancement n'est pas souhaitable, surtout après que les États-Unis et Israël ont contrecarré sa stratégie de saturation. Nous en discuterons dans un instant. L'Iran n'avait pas prévu que les signatures thermiques repérées depuis l'espace pouvaient entraîner la destruction de lancements de missiles au sol. Quand le satellite américain repère le lanceur, il envoie les données à un pilote de chasse qui arrive en quelques minutes sur le site et tire un missile air-sol à longue portée. Les soldats iraniens qui ont lancé le missile ne réalisent pas qu'une riposte arrive avant l'impact. Le lanceur explose et un autre élément de l'infrastructure de missiles iranienne est mis hors de combat.
L'Iran n'aurait jamais pensé devoir mener une guerre technologique contre les États-Unis, qui ont bien plus d'un tour dans leur sac qu'on ne l'aurait imaginé. Et même s'il existe d'autres moyens par lesquels les États-Unis utilisent l'espace pour briser l'Iran, que nous aborderons bientôt, l'existence de leurs satellites détecteurs de chaleur représente peut-être la plus grande menace que les États-Unis font peser sur la stratégie iranienne, basée sur les missiles. Le New York Post rapporte que le processus de suivi d'un lancement iranien implique à la fois les satellites et des stations spéciales au sol. Dès qu'un missile est lancé, des faisceaux infrarouges sont émis par les satellites américains, alors qu'ils suivent automatiquement la chaleur générée. Au sol, fait remarquable presque exclusivement aux États-Unis, et non dans leur base au Moyen-Orient, des équipes œuvrent sans relâche dans les radomes. Ces radomes, semblables à de grandes balles de golf enterrées, reçoivent les données des satellites de la Space Force et s'en servent pour calculer les trajectoires et les sites de lancement des missiles. C'est une combinaison de technologies extrêmement efficace, et cela a permis de détruire des centaines de missiles iraniens avant qu'ils n'approchent de leur cible. Les États-Unis disposent ici d'une défense aérienne en 3 couches axée sur l'espace, sans équivalent mondial. Les satellites, radars et radomes forment un système d'alerte précoce si avancé que les États-Unis sont immédiatement informés de tout lancement de missiles iraniens dès la décision de tir de l'Iran. Pour les États-Unis, cela leur permet d'éviter de déployer des troupes au sol en Iran avant d'être totalement prêts, comme l'a expliqué l'ex-membre de la Space Force, Briefram. Ce n'est pas une formation massive de troupes au sol, mais une force basée sur une technologie avancée et l'intelligence pour l'utiliser, explique Bram au New York Post. Selon lui, cela fait d'eux la force la plus performante sur Terre et protège les Américains, alors qu'ils accomplissent les tâches les plus difficiles et intrinsèquement risquées que nous leur demandons d'exécuter. La présence actuelle des États-Unis en orbite leur donne une position dominante ultime. Avoir la position dominante a toujours été un atout en guerre conventionnelle. Elle offre une large visibilité sur le champ de bataille et une position défendable qui force l'ennemi à intensifier ses efforts pour s'emparer du terrain. Mais cette nouvelle position dominante change la donne. Les États-Unis ne voient pas seulement le territoire autour d'une grande colline. Ils peuvent observer tout l'Iran à tout moment grâce à leurs satellites. Quant à l'Iran, travailler plus dur pour prendre cette position dominante n'est même pas une option pour le régime chancelant de Téhéran. Il s'est lancé dans une guerre spatiale avec des drones et des missiles, mais reste impuissant face aux satellites américains qui ruinent sa stratégie. L'effet sur l'Iran résume l'efficacité de la technologie spatiale américaine. L'Iran a tiré plus de 500 missiles balistiques sur des cibles à travers le Moyen-Orient, y compris des installations militaires et des sites civils, au 4 mars selon le Long War Journal. Il serait inexact d'affirmer qu'aucun des missiles iraniens n'a atteint sa cible, mais au 2 mars, seuls 6 militaires américains avaient été tués lors des attaques iraniennes et 18 autres blessés. Ce faible taux de perte montre que la plupart des missiles iraniens manquent leur cible, principalement à cause des satellites à détection thermique, invisibles depuis leur altitude. La BBC indique que les forces de défense israéliennes déclarent avoir détruit 70% des tirs de missiles balistiques iraniens depuis le début de l'opération Epic Fury et de l'opération Roaring Line. De nombreux sites étaient déjà connus et ciblés dès le début des opérations. Désormais, l'Iran lançant peu de missiles depuis des sites isolés, les lanceurs détruits sont souvent repérés par les moyens spatiaux américains. Chaque lancement tenté par l'Iran est un risque majeur. Chaque missile tiré par l'Iran envoyait un énorme signal dans le ciel. Nous avons dit plus tôt que l'Iran ne fait plus que des tirs isolés. C'est un autre problème majeur pour le régime iranien. Ce régime se prépare à la guerre contre Israël, voire les États-Unis, depuis des années. Cette préparation a inclus l'accumulation d'un stock de plus de 2000 missiles balistiques selon la BBC. La stratégie de l'Iran en cas de guerre était de saturer le ciel ennemi de missiles balistiques et de drones pour submerger les défenses aériennes, permettant d'atteindre les cibles, causer des dégâts et dissuader l'ennemi de nouvelles attaques. Le coût d'une guerre contre l'Iran était central dans la doctrine militaire du pays, les missiles en étant l'élément principal. L'Iran garde de grands stocks de missiles, mais les satellites permettent aux États-Unis d'intercepter les tirs et de détruire les rampes de lancement, rendant la stratégie de saturation obsolète. L'Iran essaie toujours de faire en sorte que l'opération Fureur épique semble coûter plus qu'elle ne vaut. Les frappes plus modestes, contre les bases américaines dans d'autres pays du Golfe, permettent à l'Iran d'alourdir les coûts économiques et politiques de la guerre, impliquant malgré elle des nations qui ne souhaitent aucun rôle dans ce conflit.
Mais la stratégie serait plus efficace pour l'Iran si elle pouvait lancer ses missiles dans les volumes prévus, avant que les États-Unis ne mettent leurs satellites à contribution. L'Iran doit maintenant échelonner ses tirs au lieu de saturer. Les chiffres des Émirats arabes unis le confirment selon Al Jazeera. Au cours des premières 24 heures de l'opération Fureur épique, l'Iran a lancé 167 missiles de croisière et balistiques, ainsi que 541 drones à cette époque. Au 15e jour du conflit, les chiffres étaient tombés à 4 missiles et 6 drones. Nous constatons aussi cela en Israël, où le nombre de projectiles lancés par l'Iran pendant les 2 premiers jours de la guerre est tombé à moins de 10. Encore une fois, les moyens de la Space Force ne sont pas la seule raison pour laquelle cela s'est produit. Mais les satellites à détection thermique ont joué un rôle énorme, obligeant l'Iran à devenir plus stratégique avec des frappes de missiles dont il sait qu'elles ont une forte probabilité d'échouer, car elles peuvent être détectées dès le lancement. La technologie a ainsi contrecarré la stratégie militaire voulue par l'Iran, dépassant le simple usage de satellites pour détecter des tirs de missiles. L'intelligence artificielle et les tactiques cybernétiques se sont combinées pour dégrader l'ensemble de l'approche de l'Iran. Mais avant d'approfondir la question, ceci est un petit rappel. Vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment d'appuyer sur ce bouton. Avant la première salve de missiles et de bombes lancées par les États-Unis et Israël sur l'Iran le 28 février, des opérations cybernétiques et spatiales ont affaibli les infrastructures de soutien iraniennes. Les réseaux de commandement, radars, capteurs et systèmes de communication ont été visés par ces actions non cinétiques, rendant très difficile pour le régime iranien de coordonner sa réponse aux événements. Tous ses dirigeants furent réduits en poussière. Le général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés, a expliqué « Les premiers intervenants étaient l'US-Cybercom et l'US-Spacecom, utilisant des effets non cinétiques pour perturber, dégrader et aveugler la capacité de l'Iran à voir, communiquer et réagir. » Depuis l'espace, les États-Unis ont aveuglé l'Iran, rendant l'infrastructure militaire visée par l'opération Epic Fury et l'opération Roaring Lion plus vulnérable. Les États-Unis jetaient du sable dans les yeux de l'Iran avant de lui asséner coup sur coup de violents coups à la mâchoire. Brent David Zianik, officier retraité de l'US Air Force et ex-professeur du programme US Space Force à l'université Johns Hopkins, précise au New York Post « La Space Force localise les radars et collabore avec le Cyber Command pour les brouiller. » Le Cyber Command tentera de neutraliser le radar iranien. Il faudra infiltrer le système pour le désactiver ou le contrôler. Le logiciel est supprimé, rendant l'ordinateur inutilisable. L'Iran ne doit pas seulement craindre que les États-Unis envoient leurs chasseurs dès qu'un site de missiles est repéré par la Space Force. Les radars et ordinateurs guidant les missiles iraniens sont aussi ciblés. C'est déjà assez grave quand il s'agit de lancement de missiles balistiques, mais elle s'aggrave pour l'Iran, dont la défense aérienne utilise aussi des missiles. Un système de défense aérienne aveugle ne peut empêcher ni un chasseur ni un bombardier américain de frapper et détruire la prochaine cible de sa liste. Cette guerre spatiale et cybernétique explique sans doute pourquoi les États-Unis et Israël avaient frappé 15 000 cibles au 13 mars, selon le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth. Environ 80% du réseau de défense de l'Iran a été mis hors ligne, principalement pendant les 24 premières heures du conflit, mais il est clair que toutes ces défenses n'ont pas été détruites. La force spatiale a détecté des radars. Les forces cyber-américaines et israéliennes ont neutralisé ces radars, paralysant les défenses aériennes iraniennes. C'est ce sabotage silencieux qui a jeté les bases de tout le succès que les États-Unis ont connu pendant l'opération, et il a été mené non pas par des infiltrés au sol, mais par des satellites en orbite. Les communications et signaux GPS ont été perturbés, contribuant à l'échec de la stratégie de missiles de l'Iran, sans les résultats attendus par le régime. Oh, et le commandement spatial iranien a aussi disparu, comme le dodo. Nous en reparlerons à la fin de la vidéo, alors restez avec nous. Ajoutons d'abord un peu d'intelligence artificielle à l'équation. Comme si les satellites capables de détecter les lancements de missiles et les radars ne suffisaient pas, l'Iran a également dû faire face à l'utilisation de l'IA par les États-Unis, qui ont ainsi déchaîné une vague technologique sur Téhéran. Le 11 mars, NBC News a rapporté que, selon des sources anonymes, l'armée américaine utilisait des systèmes d'IA de Palantir pour identifier des cibles potentielles lors de ses frappes contre l'Iran. Il est probable que les États-Unis exploitent le programme d'analyse du renseignement Maven, que Palantir a développé sur la base de la technologie d'IA Claude d'Anthropic. C'est le système utilisé par les États-Unis pour capturer l'ex-président vénézuélien Nicolás Maduro, permettant au personnel militaire d'analyser rapidement de grandes quantités de renseignements. Ce système ne fournit pas de conseils de ciblage spécifiques.
Il semble plutôt agir comme un filtre éliminant le bruit pour que l'armée américaine n'utilise que des renseignements exploitables pour choisir ses cibles. CBS News indique que le Pentagone reste discret sur l'utilisation précise de l'IA en Iran, bien que Hegseth souhaite en faire un pilier du fonctionnement de l'armée américaine. Mark Montgomery, ex-amiral américain et actuel directeur au Centre pour l'innovation en cybersécurité et technologie de la Fondation pour la défense des démocraties, souligne la puissance de cette technologie. L'armée traite désormais environ 1 millier de cibles potentielles par jour et en frappe la majorité, avec un délai d'exécution pour la prochaine frappe pouvant être inférieur à 4 heures. Montgomery déclare à CBS qu'un humain reste impliqué, mais l'IA effectue en quelques instants une analyse qui prenait jadis des jours, et à une échelle inédite pour une campagne. Sérieusement, l'Amérique déclenchait une guerre spatiale. Ce n'est pas assez. Tu ajoutes encore des IA qu'on ne trouve même pas en Iran dans l'opération Epic Fury 2. Ce que nous voyons ici, c'est que les États-Unis ont trouvé un moyen d'identifier des cibles à une telle vitesse qu'ils peuvent réellement égaler la force qu'ils ont déployée dans le Golfe Persique. Des dizaines de chasseurs décollent en continu des porte-avions, bénéficiant d'un flux constant de cibles grâce à l'IA utilisée par les États-Unis. L'Iran ne peut espérer rivaliser avec les États-Unis dans la guerre spatiale. De toute façon, il n'aurait pas pu, car plus tôt nous avons mentionné que les États-Unis ont détruit depuis longtemps tous les actifs spatiaux de l'Iran. Au 5 mars, le commandement spatial de l'Iran avait disparu, rapporte Defense One. Même si ce n'est pas la frappe la plus importante des États-Unis en Iran, cela signifie que l'Iran ne peut plus utiliser ses 13 satellites opérationnels, dont 3 étaient enregistrés au nom du corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran ne semble pas non plus avoir de vraies capacités antisatellites, selon la même source. Il a utilisé la guerre électronique pour brouiller les signaux des satellites commerciaux par le passé, mais on ne sait pas vraiment comment cela s'est traduit par le brouillage des signaux GPS militaires. L'Iran ne peut probablement pas faire grand-chose. Les États-Unis et Israël n'auraient pas attaqué 15 000 cibles, et ce n'est pas terminé sinon. Le fait que l'Iran ne dispose pas de son propre système mondial de navigation par satellite le rend également dépendant des systèmes développés par d'autres. Le Daily Sabah souligne que seuls les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et la Russie possèdent un de ces systèmes, et que 2 d'entre eux n'aideront probablement pas l'Iran. La Chine pourrait le faire, mais elle risque de s'attirer les foudres des États-Unis si elle le fait. La Russie paraît donc être le principal fournisseur potentiel de la technologie de navigation par satellite dont l'Iran a besoin pour ses missiles et drones. La Russie a aussi fourni des images satellites à l'Iran, selon le Wall Street Journal. Cependant, cela reste assez basique concernant la guerre spatiale lancée par les États-Unis. Par ailleurs, si Vladimir Poutine veut plus de levier face aux États-Unis, il pourrait trahir l'Iran en lui coupant l'accès, laissant ainsi l'Iran sans moyen d'agir dans l'espace contre les États-Unis. Alors, où tout cela laisse-t-il l'Iran ? Tout ce que son régime peut vraiment faire maintenant, c'est regarder vers le ciel qu'il ne contrôle plus, puis regarder plus loin dans l'espace où les États-Unis ont déjà gagné la guerre des satellites, avant même qu'elle ne commence réellement. Les satellites iraniens sont pratiquement inutiles depuis la disparition de son commandement spatial. Les satellites américains détectent les missiles instantanément, et l'Iran en paie le prix. Mais l'Iran ne peut pas rester dans l'illusion. Les États-Unis le frappent toujours aussi fort, et ont retiré la dernière chose qui maintenait l'Iran en vie. Tu veux savoir ce que c'était ? Regarde notre vidéo qui explique le coup porté par les États-Unis, et ses conséquences possibles sur l'économie iranienne, alors que le pays subit des bombardements quotidiens pendant l'opération Epic Fury. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer de The Military Show. Merci d'avoir regardé.